Claire Snegarov et voici un nouvel épisode de notre série sur le changement climatique et le développement durable. L'encre de l'accord de Paris, adopté par 195 États le 12 décembre à la COP21, a à peine séché. Le premier pacte universel sur le climat a été salué comme historique et qualifié de tournant. Il s'agit pour le moins d'un triomphe diplomatique de premier ordre. Mais il faudra des années avant de pouvoir mesurer ses effets, et peut-être plus, avant de savoir si c'est l'accord qui a mis le monde sur le bon chemin, ou si cet accord est arrivé un peu trop tard. Mais nous pouvons déjà essayer d'établir un premier bilan. 6 ans de préparation, plus de 20 ans, si on lance le compte à rebours au sommet de la Terre à Rio, l'accord de Paris a posé les fondations d'un vrai élan global pour lutter contre le réchauffement. Il a notamment bougé les lignes sur 5 points fondamentaux. Pour la première fois, quasiment tous les pays de la planète, des exportateurs de pétrole aux économies post-industrielles en passant par les émergents et les pays englués dans la pauvreté, ils se sont tous engagés à agir pour maîtriser, au pire, réduire au mieux, leurs émissions de gaz à effet de serre. Même la Corée du Nord a signé, promettant de déclarer la guerre, je cite, à la déforestation. Deuxième point. Après s'être déjà engagé en 2010 à limiter le réchauffement à 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle, les nations ont opté à Paris pour un objectif encore plus ambitieux. Limiter le réchauffement, je cite, bien en deçà de 2 degrés, avec la promesse de poursuivre les efforts pour limiter la hausse du mercure à 1,5. Troisième point. Les mesures annoncées par les différents pays pour agir contre le réchauffement sur leur plan national ne suffisent pas. Et l'accord prévoit donc une révision tous les 5 ans. L'espoir est que notamment de nouvelles technologies et une aide financière permettront d'accélérer la transition vers des énergies propres. Quatrième point, pour s'assurer que les promesses sont respectées, l'accord de Paris prévoit des procédures et des règles de vérification. Et enfin, cinquième point, l'argent. En 2009, les pays développés avaient promis de mobiliser 100 milliards de dollars par an d'ici 2020 pour les pays en développement afin de les aider à faire face au réchauffement. De haute lutte, dans l'accord de Paris, les pays les plus vulnérables ont obtenu que ce montant ne soit qu'un plancher et que la moitié de l'argent aille à ce qu'on appelle l'adaptation aux effets du changement climatique. Alors, la victoire a 100 pères, mais la défaite est orpheline, a dit un jour John Fitzgerald Kennedy. Les États-Unis, la France, la Chine se sont attribués le mérite du succès de la conférence de Paris. L'écologiste Bill McKibben aussi, au nom des centaines de milliers de militants du climat à travers le monde. L'Inde aurait pu très bien réclamer ses lauriers aussi, pour le simple fait de ne pas avoir bloqué l'accord, en dépit de ses profondes réticences. Une partie du succès devrait également revenir aux experts, des think tanks ou des ONG qui sont par ailleurs une aide incontournable des journalistes pour comprendre ce qui se joue au cœur des négociations sur le climat. Et comme cette série s'adresse en premier lieu aux journalistes, laissez-moi juste faire une parenthèse et raconter une petite anecdote sur la couverture par l'équipe de l'AFP de la fin de la COP21. Entre le moment où le projet d'accord final a été soumis par la présidence française de la COP et son adoption, il y a eu un moment d'incertitude. Et c'est à ce moment-là qu'est entré dans le bureau de l'AFP Alden Meyer, qui est un vétéran des négos. Il est membre de la très respectée ONG américaine Union of Concerned Scientists, et il couvre les COP depuis sa première, en 1995. Il est l'un des meilleurs connaisseurs de ses arcanes et de sa technicité. Il est donc rentré dans le bureau et a dit « ça sent bon ». On l'a bombardé de questions sur le point du texte qui pouvait poser problème et à qui, mais plus que ce qu'il disait, c'est son visage qui parlait, un mélange d'excitation, de satisfaction et de soulagement. Un mélange rarement vu sur le visage de cet homme qui est généralement très prudent dans ses commentaires. Alors on peut évidemment pas écrire une dépêche sur cette sensation-là, mais à ce moment-là, une des journalistes anglophones de l'équipe, Mariette Leroux, est rentrée dans le bureau en disant « J'ai eu les LMDC qui disent qu'ils sont officiellement d'accord ». Alors, les LMDC, c'est une coalition de 24 pays qui comprend notamment des acteurs clés comme la Chine, l'Inde, mais aussi l'Arabie Saoudite, connue pour ses positions de blocage très fortes lors des COP. Eh bien, alors, l'accord est conclu, a dit Alden Meyer avant de tourner les talons. Fermons la parenthèse et revenons au contenu de l'accord. Il représente sans contexte une réelle avancée politique et diplomatique. Une de ses plus grandes vertus est, comme l'a dit le secrétaire d'État américain John Kerry, de, je cite, restaurer la foi de la communauté internationale dans ses capacités à réaliser de grandes choses de façon multilatérale. Une confiance qui s'était fortement érodée après la débâcle de Copenhague. Mais ce qui s'est passé le 12 décembre au Bourget n'est qu'un premier pas et il faut maintenant passer à l'action. C'est assez simple en fait. Soit nous trouvons un moyen de ne pas dépasser notre budget carbone, c'est-à-dire la quantité
d'émissions de CO2 que nous pouvons émettre dans l'atmosphère sans dépasser l'objectif de 2 degrés, soit nous nous souviendrons de l'accord de Paris comme de celui qui est arrivé 20 ans trop tard. Il est donc trop tôt pour crier victoire. Et pourquoi? D'abord, les pays exportateurs de pétrole ont peut-être opéré qu'un repli tactique à Paris. Et l'industrie des énergies fossiles, qui pèse 5 000 milliards de dollars, et les cohortes de politiciens à son service, va-t-elle tirer sa révérence du jour au lendemain sans rien dire? Après la COP21, Brian Ricketts, le secrétaire général de l'Association européenne du charbon et de la lignite, a écrit une lettre aux membres de son organisation. Je cite, « Le mouvement pour le climat est en marche et prend de la vitesse, de sorte que le secteur des énergies fossiles passera les prochaines années et décennies sous les projecteurs pour toutes les mauvaises raisons possibles. Cette position n'est pas tenable et l'industrie ne doit plus se laisser faire. » Ça a tout d'une déclaration de guerre. Mais la principale inconnue, c'est évidemment la réaction de la planète elle-même. Comme le disait Jean-Pascal Ypersel, climatologue belge, qui était jusqu'à récemment vice-président du GIEC, il y a 195 parties, 196 avec l'Union européenne, aux négociations climat. Mais il y a une partie qui n'est pas représentée, c'est la nature. Et c'est une partie avec laquelle on ne peut pas négocier. Il y avait des centaines de scientifiques à la COP, et une partie d'entre eux s'est inquiétée, alors que l'accord était en train de prendre forme, du fait que la feuille de route n'était pas assez détaillée pour arriver à l'objectif des bien en deçà des 2 degrés. Le GIEC nous dit que pour avoir 2 chances sur 3 de limiter le réchauffement à 2 degrés, les émissions de gaz à effet de serre doivent diminuer de 40 à 70% d'ici 2050. Et pour atteindre 1,5 degré, il faut aller plus loin, de 70 à 95%. Ces objectifs sont très ambitieux et impliquent une décarbonisation de l'économie mondiale en 3 ou 4 décennies. L'accord de Paris ne pose pas ces jalons. Il parle d'un équilibre entre émissions de gaz à effet de serre et émissions captées par les puits de carbone, type forêt, au cours de la deuxième moitié du siècle. Enfin, autre point d'interrogation, les engagements posés actuellement sur la table sont trop faibles et la fenêtre pour agir est petite. Certains experts disent qu'il faut agir dans les 10-15 ans maximum qui viennent. Or, la première révision des engagements des différents pays, obligatoire, est en 2025. Trop tard, disent certaines ONG. Alors des rendez-vous importants sont néanmoins prévus avant par l'accord de Paris, comme un dialogue de facilitation en 2018 et une invitation à revoir les engagements à la hausse en 2020. Et c'est là que la pression de la société civile aura tout son sens. Alors bien avant la COP21, une ONG parlait de la route qui passera par Paris plutôt que de la route vers Paris. Et ils ont raison, l'accord de Paris est crucial, mais c'est une étape, pas la destination finale. Et à ce sujet, je vais interroger Marlo Hood, qui est journaliste de l'AFP et qui a couvert, l'équipe de l'AFP, la COP21, l'interroger sur son expérience de cette COP très particulière. Alors Marlo, tu as couvert 3 COP avant celle de Paris, notamment celle de Copenhague en 2009. Comment tu décrirais cette COP 21 par rapport aux précédentes? Well, oddly enough, it was both easier and more difficult for me to cover. Easier in the sense that it was more predictable. I think we knew coming into the COP that there was a good chance that we were going to get the outcome or something close to it that we actually got. So in that sense, the trajectory of the COP was something that was easier to follow. Copenhagen, by contrast, was really chaotic. We just didn't know where it was going or what was going to happen. Now, paradoxically, that makes for a better story in some sense, journalistically. There's more drama, there's more sleepless nights, and the very fact that you don't know where it's going, as in the case of Copenhagen, makes for a good story. So, in that sense, it was both easier and more difficult. Quel conseil tu donnerais à un journaliste qui couvre pour la première fois une COP en matière de sources? Well, there's a huge number of possible sources in this story. I think you need to, first of all, do your homework before you go to the COP. If you go into a COP cold, you're going to have a really hard time covering it. But I'd say there are different categories of sources that you need to cultivate, at least a few of each. I suppose the first would be the diplomats, the negotiators themselves, because these are finally the people who are making decisions and who are running the show. But
alongside them and in parallel to them, there's a whole small army of experts, that some of them working for NGOs or think tanks or international organizations who are there often specifically to provide information and background to journalists as the event unfolds. So identify sources that you can rely on and don't hesitate to use them, because often that's what they're there for. Ce sujet du changement climatique est un sujet auquel on s'intéresse en tant que journaliste, mais également en tant que citoyen. Et j'imagine que toi, après des années de couverture de cette question-là, tu as nourri des opinions, des émotions par rapport à ce sujet. Donc comment ça se gère, cette question-là de l'implication personnelle dans la couverture d'une COP comme celle de Paris? That's a real issue for me, personally. There's an Australian philosopher and author named Clive Hamilton, who in 2009 coined a term. He called it the "oh shit" moment. And by that he meant the moment in which someone understands, not just intellectually but emotionally, what's really at stake here and how badly things could go wrong if climate change gets out of hand. And I'd say I had a moment like that some years ago, where the full weight of this story really came home to me. And after that's happened, it's hard to be as dispassionate as you sometimes need to be as a journalist in covering this story, because you sense so much what's at stake. So that can actually skew your judgment and your coverage. You can suddenly, things that may not be at the end of the day as important as you think they are will jump out at you, and you feel like you need to urgent a piece of information, when in fact with a little bit of time you realize it may not have been as important as you thought. So it's a juggling act, but I have to say, on the other hand, it's something that makes this story very compelling for me personally. Et à Paris, ça s'est spécifiquement manifesté comment, cette question-là? Well, again, I think in that sense, because Paris was more predictable, I was not surprised by the outcome. So I think if you, it's more in a situation where you don't know what's going to happen, that those emotions can come out more easily. So here, while I was moved by the fact that it was probably as good an outcome as we could have expected from this process, at the same time, that reaction was tempered by what I knew to be the very, very long road ahead if climate change is going to be beaten back as a threat. Alors 2 points. D'abord, le premier, les prochaines COP seront extrêmement intéressantes à suivre. Évidemment, elles n'auront pas l'enjeu et l'intérêt médiatique qu'a suscité la COP 21 de Paris, mais elles seront essentielles, parce que c'est là que va se jouer la suite et que l'accord de Paris n'est qu'un cadre. Et il y a ces COP à suivre, mais bien entendu, par exemple, cet dialogue facilitateur prévu en 2018 qu'il faudra aussi suivre extrêmement attentivement. Donc ça, c'est un premier point. Et deuxième point, pour ceux qui vont continuer à suivre le climat et couvrir les COP, je ne vous conseillerais trop que de lire attentivement l'accord de Paris, d'abord parce qu'il va servir de cadre d'action pendant des décennies, mais aussi pour s'habituer au jargon, comprendre ses subtilités. Et enfin, point important, pour ceux qui le liront, vous verrez que l'accord proprement dit intervient en deuxième partie. D'abord, nous avons la décision, puis l'accord, décision étant moins juridiquement contraignante, mais faisant aussi partie de l'accord de Paris. Donc, intéressant de se plonger dedans. Premier point, l'accord de Paris est le premier accord universel qui engage les pays à réduire collectivement leurs émissions de gaz à effet de serre. Deuxième point, les engagements posés actuellement sur la table ne sont pas suffisants pour parvenir à l'objectif de rester bien en deçà de 2 degrés. Alors l'accord prévoit un processus de révision tous les 5 ans. Si l'accord de Paris est sans aucun doute un succès diplomatique et politique, il n'offre qu'un cadre d'action pour lutter contre le réchauffement et tout est désormais à faire. Quatrième point, il faut prendre la mesure de ce qui s'est joué à Paris. Ce n'est pas moins qu'une transition énergétique mondiale qui suppose à terme le remplacement des énergies fossiles.